5 milliards de francs CFA entrent à Ouagadougou et la rupture commence. La somme est à la fois précise et démesurée. Plus l'ingérence cherche la discrétion, plus elle révèle la fragilité qu'elle veut exploiter, en ciblant les interstices les plus vulnérables de l'appareil sécuritaire. Pour chacun, que change le fait qu'une telle opération teste la souveraineté que protège Ibrahim Traoré en se déguisant en simple soutien discret. Derrière la mallette, une mécanique invisible s'apprête à déplacer loyauté, récit et chaîne de commandement, et à redessiner l'équilibre réel en quelques jours. Ce qui suit n'est pas seulement le récit d'une opération déjouée, mais la démonstration d'un mécanisme précis par lequel une tentative furtive peut devenir une menace structurelle pour un État déjà sous pression. En quelques minutes, vous comprendrez pourquoi cette affaire éclaire les leviers réels de l'ingérence moderne et comment elle teste la solidité des institutions, des loyautés et des récits collectifs. L'enjeu dépasse largement la saisie d'une mallette. Il s'agit de savoir qui agit, pourquoi et jusqu'où un réseau extérieur peut aller lorsque les failles semblent exploitables. En suivant pas à pas la logique de l'enquête, depuis les premiers signaux faibles jusqu'aux conséquences concrètes, le lecteur pourra mesurer ce qui est réellement en jeu pour la souveraineté nationale défendue par Ibrahim Traoré et pourquoi cet épisode constitue un tournant plus large que ne le suggère un simple fait divers sécuritaire. 5 milliards de francs CFA exactement constituent le point de départ réel de l'affaire. La précision même de ce montant révèle que l'opération n'était ni improvisée ni marginale, mais conçue de longue date pour tester les points de rupture les plus sensibles de l'appareil sécuritaire. À partir de cette donnée initiale, l'enquête change de nature. Il ne s'agit plus de déterminer s'il y a eu une tentative d'ingérence, mais de comprendre comment elle a été structurée, financée et rendue crédible. Les premiers éléments montrent un schéma déjà observé dans le Sahel. Un intermédiaire extérieur, porteur d'un discours policé, approche des officiers ciblés avec une proposition présentée comme pragmatique, presque bienveillante. Le langage est volontairement neutre, les promesses calibrées, et l'argent sert moins à acheter qu'à mesurer une disposition à écouter. Dans ce contexte, la réaction des autorités devient décisive. Plutôt qu'une interpellation immédiate, une observation silencieuse est privilégiée. Cette approche permet de laisser l'ingérence se déployer, révélant progressivement ses relais, ses méthodes et ses objectifs réels. Ibrahim Traoré donne alors une ligne claire: documenter, recouper et comprendre avant d'agir. Ce choix transforme l'opération étrangère en révélateur, exposant une mécanique plus large que la simple remise d'une mallette. Le cadre général dans lequel se déroule cette tentative explique aussi sa portée. Le Burkina Faso traverse une période de pression sécuritaire et politique où chaque faille institutionnelle peut être exploitée. Dans un tel environnement, l'argent devient un langage stratégique et la promesse d'une transition douce sert de couverture narrative pour masquer une déstabilisation progressive. Les officiers approchés, habitués aux terrains difficiles du Nord, perçoivent rapidement que l'offre vise moins un soutien ponctuel qu'une remise en cause des hiérarchies existantes. Ainsi, cette mini-révélation ne répond pas encore à toutes les questions, mais elle ouvre un cadre de lecture essentiel. L'enjeu central n'est pas la somme saisie, mais la logique invisible qui cherchait à remodeler la souveraineté nationale en testant ses lignes de résistance. Au cœur de cette phase initiale, un petit groupe de soldats devient un prisme essentiel pour comprendre la portée réelle de la tentative d'ingérence. Il ne s'agit ni de figures médiatiques, ni d'agents spécialisés dans le contre-espionnage, mais d'hommes de terrain, aguerris aux zones instables du Nord, pour qui la méfiance est un réflexe vital. Leur quotidien, fait de patrouilles, de contacts incertains et de décisions rapides, les a rendus particulièrement sensibles aux signaux faibles. Lors du premier rendez-vous discret dans un café de la capitale, l'intermédiaire étranger adopte un ton maîtrisé. Il parle d'évolution politique, de stabilité à préserver, d'une transition présentée comme raisonnable. Pourtant, derrière les formules prudentes, les soldats perçoivent une dissonance. Les demandes sont trop précises, les attentes trop ciblées. En feignant l'hésitation, ils transforment la rencontre en espace d'observation, notant chaque détail, chaque mot, chaque allusion. Un second échange, cette fois dans un parking neutre, confirme cette impression. Les promesses financières ne sont jamais formulées frontalement, mais toujours suggérées,
comme si l'argent devait apparaître comme une évidence plutôt qu'une incitation. Cette mise en scène révèle un objectif clair: installer le doute, tester la loyauté et mesurer la solidité des hiérarchies internes sans provoquer de rupture immédiate. L'impact précoce de ces contacts est double. D'un côté, ils exercent une pression psychologique réelle sur les unités approchées. De l'autre, ils fournissent aux enquêteurs une cartographie progressive des relais et des méthodes utilisées. Dans ce dispositif, la ligne définie par Ibrahim Traoré, observer sans précipitation, laisser l'ingérence se dévoiler, permet de transformer une tentative de manipulation en source d'information stratégique. Le constat s'impose alors avec netteté. La manœuvre ne cherchait pas l'adhésion massive, mais l'ouverture d'une seule brèche capable d'entraîner un effet d'entraînement. Tout commence par un signal presque imperceptible glissé dans des conversations fermées de certains cercles militaires d'Ouagadougou. Un intermédiaire étranger, sûr de ses codes et précis dans ses formulations, évoque un soutien discret censé accompagner une phase politique nouvelle. Le déclenchement n'est pas brutal, mais calculé. Les mots sont choisis pour rassurer, éviter toute alerte immédiate et donner l'impression d'une initiative isolée. Pourtant, la répétition des mêmes formules, la prudence excessive et l'absence de détails concrets éveillent rapidement les soupçons des services de sécurité. À mesure que les rencontres se multiplient, la dynamique s'accélère. Café discret, parking neutre, salon d'hôtel fréquentés par des expatriés deviennent les scènes récurrentes d'un même scénario. L'intermédiaire affine son discours, adapte ses arguments et teste différentes approches selon les profils rencontrés. Chaque échange vise à mesurer une chose précise: la capacité de certains officiers à envisager une remise en cause silencieuse de la chaîne de commandement. Les soldats, les soldats infiltrés, suivant les instructions reçues, jouent le jeu avec méthode. Ils posent des questions, demandent des délais et laissent l'autre partie dévoiler progressivement ses attentes. Cette phase de montée permet aux enquêteurs de recomposer patiemment les ramifications du réseau. Les déplacements de l'intermédiaire sont croisés avec des contacts régionaux, des structures présentées comme humanitaires et des capitales voisines servant de points de transit financier. Les communications chiffrées se densifient, révélant une coordination plus large que prévu. Ce qui apparaissait comme une simple tentative de corruption prend la forme d'une stratégie graduelle visant à installer un récit de transition douce pour légitimer une déstabilisation progressive. La bascule intervient lorsque l'intermédiaire évoque un calendrier. Il parle d'un moment où tout doit s'enclencher, d'un financement massif prêt à arriver et d'un dispositif médiatique destiné à redéfinir les perceptions internes. Cette annonce transforme la surveillance en course contre le temps. Les services burkinabés reconstituent alors l'origine des fonds, identifiant les relais clés et consolident les preuves accumulées. Ibrahim Traoré valide le passage à l'action, estimant que l'ingérence s'est suffisamment révélée pour être neutralisée sans ambiguïté. Le jour convenu, dans un hôtel du centre-ville, l'intermédiaire arrive avec une mallette lourde. À l'intérieur, 5 milliards de francs CFA en liquide, destinés à acheter silence et loyauté quête stratégique. Il pense conclure. En réalité, chaque geste est observé. Lorsque la phrase codée est prononcée, l'intervention est déclenchée. Rapide, maîtrisée, sans affrontement. L'argent est saisi, l'intermédiaire arrêté, et l'opération étrangère s'effondre en quelques secondes. Quelques secondes. Cette séquence, de l'approche initiale à l'arrestation, révèle une vérité essentielle. L'ingérence ne se manifeste pas par des chocs soudains, mais par une progression méthodique, qui devient visible seulement lorsque la vigilance tient jusqu'au bout. L'analyse chiffrée constitue le pivot qui transforme un épisode sécuritaire en démonstration structurelle d'ingérence. Le premier indicateur concerne les flux financiers dissimulés. Avant l'été 2024, les structures présentées comme éducatives ou humanitaires associées au dossier affichaient des volumes financiers modestes et réguliers. Or, entre juillet et octobre 2024, plus de 5,3 milliards de francs CFA transitent par des comptes liés à ces entités, sur une période courte et avec une concentration inhabituelle. Cette variation brutale révèle une préparation en amont, pensée pour injecter rapidement des moyens là où la tension institutionnelle est la plus faible.
Le deuxième indicateur porte sur la communication opérationnelle. Dans des contextes comparables, les échanges chiffrés entre relais extérieurs et contacts locaux restent sporadiques, étalés dans le temps. Ici, en moins de 3 semaines, 32 appels cryptés sont identifiés entre l'intermédiaire et des correspondants étrangers. Cette densité temporelle n'est pas anodine. Elle coïncide précisément avec des tentatives de perturbation logistique dans le nord du pays, suggérant une coordination destinée à ajuster les instructions en fonction des réactions observées sur le terrain. L'ingérence apparaît ici comme un système synchronisé et non comme une initiative isolée. Le troisième indicateur, plus inattendu, concerne la réaction de l'environnement informationnel. Habituellement, les annonces sécuritaires génèrent une attention limitée et fragmentée. Cette fois, dans les 48 heures suivant l'opération, plus de 1,2 million de messages de soutien circulent sur les réseaux sociaux. Cette mobilisation rapide indique que l'opinion publique perçoit l'événement comme une atteinte directe à la souveraineté, et non comme un fait divers. Elle devient, en elle-même, un signal mesurable de cohésion nationale, renforçant l'effet dissuasif de la réponse institutionnelle. Pris ensemble, ces trois blocs chiffrés éclairent la logique de l'opération étrangère. L'argent sert à tester et à ouvrir des brèches, la communication à coordonner et ajuster, et l'environnement narratif à préparer une acceptabilité progressive. En commentant ces données, Ibrahim Traoré insiste sur un point central. La guerre contemporaine se joue autant dans les flux et les récits que sur le terrain. Les chiffres permettent ainsi de passer d'une intuition à une structure traçable où chaque écart par rapport au niveau habituel révèle une intention stratégique. Ce cadre quantitatif ne clôt pas l'analyse, mais il fixe un seuil de compréhension. Il montre que l'ingérence, loin d'être abstraite, laisse des traces mesurables dès lors que l'observation est méthodique et continue. Dans le débat ouvert après la révélation de l'opération, une première thèse s'impose chez plusieurs analystes internationaux et partenaires extérieurs. Selon eux, une rupture trop ferme avec les réseaux historiques de coopération exposerait un pays déjà fragilisé à des risques accrus. Ils avancent que les financements conditionnels, les programmes conjoints et l'assistance sécuritaire, même imparfait, constituent encore des piliers indispensables pour maintenir une forme d'équilibre institutionnel. Dans cette lecture, l'ingérence révélée serait une dérive ponctuelle, condamnable, mais non représentative d'un système global. La prudence, affirme-t-il, devrait primer sur toute réorientation structurelle. Une seconde thèse, portée par des chercheurs africains et certains acteurs régionaux, proposent une lecture à l'inverse. Et Tonda, pour eux, l'épisode de la mallette n'est pas une anomalie, mais un symptôme. Ils soutiennent qu'une dépendance financière prolongée crée mécaniquement des zones de vulnérabilité, où l'aide devient un levier d'influence. Dans ce cadre, les discours sur la stabilité masqueraient souvent des tentatives d'orientation politique, et la répétition de telles manœuvres serait moins accidentelle que systémique. La question ne serait donc pas de corriger des excès, mais de repenser la relation en elle-même. Pour répondre à ces deux positions, les éléments issus de l'enquête apportent un point d'équilibre. Les données montrent que l'ingérence s'est appuyée sur des circuits réputés légitimes, ce qui valide en partie l'argument de prudence. Mais elles révèlent aussi que ces mêmes circuits ont servi de vecteur à une opération structurée, confirmant l'existence de vulnérabilités profondes. En soulignant cette ambivalence, Ibrahim Traoré adopte une posture intermédiaire. Ni rupture à aveugle, ni acceptation passive. La réponse consiste à réduire les zones exploitables, renforcer la transparence et diversifier les appuis, afin que la coopération cesse d'être un point d'entrée pour l'ingérence. Ainsi, le débat ne se résout pas par un choix binaire, mais par une hiérarchisation des risques fondée sur les faits observés. La diffusion contrôlée des premières conclusions transforme l'affaire d'un dossier technique en rupture nationale. Les preuves accumulées, flux occultes, communications chiffrées, relais régionaux, cessent d'être réservées au cercle sécuritaire pour entrer dans l'espace public. Ce déplacement change la nature même de l'événement. Il ne s'agit plus seulement d'une tentative déjouée, mais d'une démonstration de la profondeur d'un système d'ingérence longtemps resté hors champ. Dans ce contexte, l'intervention mesurée d'Ibrahim Traoré opère un basculement narratif décisif. En qualifiant l'opération de guerre invisible, il redéfinit le cadre de compréhension collective. L'ennemi n'est plus un individu arrêté dans un hôtel, mais un ensemble de logiques parallèles combinant argent, récit et synchronisation à distance. Cette formulation simple agit comme un révélateur. Elle permet au public de relier des signaux jusque-là dispersés,
et de percevoir une continuité là où il n'y avait que des incidents isolés. Ce moment charnière révèle une vérité structurante. La mallette n'était qu'un outil presque secondaire. Le véritable enjeu réside dans la capacité d'un réseau à tester, sans bruit, les lignes de résistance d'un État. À partir de ce moment, l'affaire cesse d'être un épisode ponctuel. Elle devient un point d'appui pour une vigilance renouvelée, où chaque détail, chaque flux et chaque discours peut être relu comme un indicateur stratégique. Les effets de l'opération déjouée se déploient simultanément dans plusieurs sphères, montrant que l'arrestation de l'intermédiaire n'en constitue que la surface visible. Sur le plan institutionnel, la révélation agit comme un clarificateur brutal. Les forces de sécurité, longtemps exposées à une pression diffuse, voient leur cohésion renforcée par la démonstration que la vigilance collective peut neutraliser une manœuvre sophistiquée. La chaîne de commandement sort consolidée non par contrainte, mais par la preuve que la loyauté a été testée puis confirmée. Cette dynamique redonne de la crédibilité à l'État dans un contexte où la confiance institutionnelle était fragile. Sur le plan économique, l'affaire met en lumière des circuits financiers jusque-là tolérés, faute de preuves tangibles. Les flux occultes identifiés accélèrent la révision de plusieurs dispositifs de contrôle, notamment autour des structures écrans et des partenariats présentés comme humanitaires. Cette réorientation crée un effet d'entraînement. Les ressources nationales, mieux tracées, sont redirigées vers des priorités internes. À court terme, cela ne supprime pas les tensions budgétaires, mais cela réduit les zones grises exploitables par des acteurs extérieurs et renforce la capacité de négociation de l'État. Sur le plan social, l'impact est plus diffus, mais tout aussi déterminant. Dans les villes, l'affaire devient un sujet de discussion quotidien, relayé par les radios communautaires et les réseaux sociaux. La figure du soldat vigilant s'impose comme un symbole de résistance ordinaire, éloigné de toute glorification excessive. Dans les zones rurales, la prise de conscience est différente. La stabilité politique apparaît directement liée à la continuité des activités agricoles et des solidarités locales. Cette lecture concrète transforme un enjeu abstrait en préoccupation quotidienne, renforçant le sentiment d'appartenance nationale. Enfin, sur le plan régional et international, l'épisode agit comme un précédent. Les pays voisins observent attentivement la manière dont l'ingérence a été documentée puis neutralisée. Certains partenaires extérieurs OSCE adoptent une posture plus prudente, conscients que les méthodes exposées ne peuvent-ils plus opérer dans l'ombre. La position d'Ibrahim Traoré, ferme mais sans surenchère, contribue à installer un rapport de force plus lisible, fondé sur l'autonomie décisionnelle plutôt que sur la confrontation ouverte. Pris ensemble, ces quatre ensembles d'effets montrent que l'affaire dépasse largement l'événement initial. Elle redéfinit des équilibres, modifie des comportements et installe une vigilance partagée qui transforme la tentative d'ingérence en catalyseur de consolidation nationale. À partir des dynamiques enclenchées après l'opération, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne relèvent pas de la prédiction, mais d'une lecture conditionnelle des leviers déjà observables. Solidité institutionnelle, cohésion sociale, environnement régional et pression extérieure persistante. Dans une trajectoire considérée comme la plus probable, les réformes engagées se poursuivent à un rythme maîtrisé. Les contrôles financiers sont renforcés sans provoquer de rupture brutale avec les partenaires existants et les dispositifs de vigilance interne deviennent routiniers. La stabilité progresse lentement, portée par une meilleure lisibilité des règles et une réduction des zones grises. Ce chemin n'élimine pas les risques, mais il diminue la probabilité d'opérations furtives similaires en augmentant leur coût politique et opérationnel. Dans une trajectoire plus favorable, la dynamique régionale joue un rôle d'accélérateur. Une coopération plus étroite avec des voisins confrontés à des défis comparables permet la mutualisation d'informations, de capacités de surveillance et de cadres de négociation. Les réformes économiques produisent des effets visibles, améliorant la capacité de l'État à financer ses priorités sans dépendance excessive. La confiance interne s'installe plus durablement et l'espace d'ingérence se réduit mécaniquement. Cette trajectoire suppose une discipline stratégique constante et une coordination régionale effective. Dans une trajectoire plus sombre, les réseaux exposés se reconfigurent plutôt qu'ils ne disparaissent. Pression financière, campagne de désinformation et tentatives de fragmentation interne peuvent réapparaître sous d'autres formes. Une contraction économique ou des tensions sociales offriraient alors de nouveaux points d'entrée. Cette perspective rappelle que la neutralisation d'une opération ne signifie pas la fin des logiques qui l'ont rendue possible,
mais seulement une pause dans leurs manifestations visibles. Face à ces trois chemins, une règle de raisonnement s'impose. Plutôt que de chercher à anticiper chaque événement, il convient d'identifier en permanence ce qui est maîtrisable et ce qui reste vulnérable. Cette grille de lecture permet d'ajuster les priorités, de concentrer les efforts sur les points sensibles et d'éviter les décisions dictées par l'urgence ou l'illusion de sécurité. Ainsi, l'enjeu des prochains mois n'est pas de choisir un scénario, mais de créer les conditions qui rendent les trajectoires les plus risquées moins probables et les plus stables plus crédibles. Les effets de l'affaire ne se lisent pas uniquement à l'échelle des institutions. Ils se traduisent aussi dans les trajectoires individuelles et la manière dont différents groupes perçoivent leur rôle. Pour les populations urbaines, l'épisode marque une rupture avec une période de résignation diffuse. Dans les villes, les échanges se multiplient dans les radios communautaires, les écoles et les lieux de travail. Beaucoup comprennent que les menaces ne prennent pas toujours la forme de violences visibles, mais passent aussi par des manœuvres silencieuses capables d'orienter des décisions collectives. Cette prise de conscience favorise une participation plus active aux débats publics et aux initiatives citoyennes. Pour les jeunes, l'impact est celui des plus existentiels. Confrontés à des perspectives économiques limitées, ils perçoivent l'affaire comme un rappel direct du lien entre stabilité politique et opportunités futures. La vigilance n'apparaît plus comme une abstraction, mais comme une condition de leur propre trajectoire. Certains s'engagent dans des projets associatifs, d'autres rejoignent des dispositifs de service civique ou des espaces de discussion. Leur mobilisation reste pragmatique, tournée vers l'apprentissage et l'action concrète, plutôt que vers le slogan. Dans les communautés rurales, la lecture est différente mais complémentaire. La stabilité nationale est associée à la continuité des activités agricoles, des coopératives et des réseaux de solidarité locale. L'ingérence déjouée est perçue comme une menace directe contre ces équilibres fragiles. En conséquence, le soutien aux institutions prend la forme d'une adhésion discrète mais déterminée, fondée sur la protection des moyens d'existence plutôt que sur un discours idéologique. À travers ces trois regards, une dynamique commune se dessine. La souveraineté cesse d'être une notion lointaine pour devenir une réalité quotidienne, liée à des choix, des comportements et des attentions partagées. Cette convergence sociale crée un terrain plus résilient face aux tentatives futures d'influence, en ancrant la vigilance dans l'expérience vécue. Pour transformer l'élan né de l'opération en capacité durable, une feuille de route pragmatique se met en place autour de mesures vérifiables. D'abord, le renforcement des contrôles financiers. Les audits périodiques ciblent les structures à risque avec des seuils de déclaration clairs et des délais de traitement raccourcis. L'efficacité se mesure par le nombre d'anomalies détectées, bloquées ou requalifiées, plutôt que par des annonces générales. Ensuite, la sécurisation des processus internes. Les forces de défense déploient un protocole d'alerte gradué pour signaler toute approche suspecte, complété par des formations courtes axées sur la reconnaissance des techniques d'influence. Les indicateurs portent sur la rapidité des signalements, la qualité des remontées et la coordination interservices. Puis, l'ancrage citoyen. Des modules de sensibilisation sont intégrés aux écoles et aux radios communautaires afin d'expliquer, sans dramatisation, les mécanismes d'ingérence contemporains. Le suivi privilégie la participation et la diffusion locale de contenus pédagogiques adaptés. En parallèle, la coopération régionale ciblée. Des échanges réguliers de signaux faibles et de données non sensibles sont institués avec des partenaires confrontés à des défis similaires pour anticiper plutôt que réagir. Les résultats s'évaluent à la prévention d'incidents et à la cohérence des réponses. Enfin, la gouvernance assure l'alignement. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un pilotage resserré fixe des objectifs trimestriels, ajuste les priorités et publie des bilans synthétiques. Cette discipline transforme la souveraineté en pratique mesurable, où chaque acteur sait quoi faire, quand et comment juger les progrès. Au moment où l'attention se déplace vers l'avenir, le fil de cette histoire revient naturellement à ceux qui, dès le départ, ont tenu la position la plus délicate. Ces soldats approchés dans des lieux ordinaires, cafés anonymes et parkings sans signe distinctif, n'ont ni élevé la voix ni cherché la confrontation. Leur force a résidé dans la retenue, dans la capacité à écouter sans céder, et à transformer une tentative de manipulation en preuve exploitable. Ce sont eux qui rappellent que la vigilance la plus efficace est souvent la moins spectaculaire. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'équilibre. Elle n'efface pas les tensions, mais elle offre une ligne lisible, fondée sur l'observation, la cohérence et le refus de la précipitation. Cette constance permet aux institutions de tenir sans s'enfermer dans la réaction immédiate.
et aux citoyens de reconnaître une direction sans avoir besoin d'un discours excessif. Le rappel du terrain agit alors comme un motif central. Il relie les décisions stratégiques aux gestes quotidiens et les enjeux géopolitiques aux réalités vécues. De cette continuité naît une forme de confiance sobre, sans illusion, mais suffisamment solide pour résister aux pressions invisibles. Une idée s'impose, simple et tenace. La vigilance partagée peut encore infléchir un destin. À l'issue de ce parcours, une évidence se dégage. La souveraineté ne se limite ni aux décisions prises au sommet, ni aux opérations visibles sur le terrain. Elle se construit aussi dans la manière dont une société interprète les signaux faibles, questionne les récits qui circulent et choisit de ne pas détourner le regard lorsque des mécanismes discrets cherchent à influencer ces équilibres. L'affaire examinée ici montre que la compréhension collective constitue déjà une forme de protection. Dans cette perspective, le rôle des citoyens n'est ni héroïque ni accessoire. Il consiste à maintenir un espace de discussion lucide où l'information est examinée, partagée et mise en contexte. Les échanges dans les quartiers, les médias locaux ou les cercles professionnels prolongent le travail institutionnel en empêchant l'opacité de redevenir la norme. Cette vigilance ordinaire, répétée et diffuse, réduit l'efficacité des stratégies qui prospèrent sur l'indifférence ou la fatigue. Si ce récit soulève des interrogations, elles méritent d'être formulées ouvertement. Quels signaux devraient alerter plus tôt? Quels équilibres protéger en priorité? Et comment renforcer, sans crispation, la capacité collective à discerner l'influence légitime de l'ingérence masquée? Ces questions n'appellent pas des réponses définitives, mais un dialogue continu. C'est dans cette honnête conversation, menée sans excès, mais sans naïveté, que se cultive une souveraineté vivante, capable de durer au-delà d'un événement.